Nous sommes le 24 février 1986. C'est un lundi comme les autres et comme à l'habitude, John revient du travail vers l'heure du souper. En arrivant chez lui, il remarque immédiatement que quelque chose cloche. Non seulement la voiture de sa femme a disparu, mais la porte d'entrée est entr'ouverte. Un détail inhabituel qui suggère que quelque chose s'est produit durant son absence. Inquiet de n'avoir reçu aucune nouvelle de sa femme Sherry de toute la journée, il sent une boule se former dans sa gorge en poussant doucement la porte. Il appelle sa femme, mais l'appartement lui répond par un lourd silence, en contraste total avec le chaos qui s'offre à lui. Dans le salon, les tiroirs sont renversés et plus loin, un vase est brisé. Tout laisse donc croire qu'un cambriolage violent a eu lieu. Pourtant, ce que John s'apprête à découvrir est bien pire. En continuant d'avancer, son regard se fige, puis il s'effondre. Devant lui se trouvait le corps sans vie de Sherry, sa femme âgée de seulement 29 ans. Elle était allongée sur le sol et baignait dans une mare de sang. Ce meurtre, pourtant loin d'être inexplicable, aurait dû être résolu rapidement. Des éléments troublants, des incohérences flagrantes et même des pistes évidentes pointaient toutes dans la même direction. Pourtant, pendant des années, aucune véritable investigation ne sera menée dans ce sens. Pendant 23 longues années, l'affaire va rester sans réponse. 23 ans durant lesquels les proches de Sherry se heurteront au silence, aux demi-vérités et à une enquête qui, à bien des égards, semble avoir été menée de façon négligée. Était-ce de l'incompétence, une erreur de jugement ou pire encore, un véritable cover-up policier destiné à protéger un des leurs? Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur l'affaire Sherry Rasmussen. Bienvenue à Mockshot. Avant de se plonger dans le creux de l'histoire, j'aimerais ça vous mettre en contexte un peu et vous présenter les gens dont on va parler. Sherry, elle menait une vie tranquille, portée par le confort et la chaleur californienne dans le quartier de Van Nuys, au cœur de la vallée de San Fernando, aux États-Unis. Au moment des faits, elle était mariée depuis seulement 3 mois à John Rutten et ensemble, ils menaient le parfait bonheur. Leur entourage les décrivait comme un couple profondément amoureux, complice et encore dans cette période où tout semblait harmonieux. Sherry, c'était une femme ambitieuse, déterminée et déjà très accomplie pour son âge. Elle occupait le poste de directrice des soins infirmiers au Glendale Adventist Medical Center, un rôle prestigieux qu'elle avait obtenu grâce à un parcours impressionnant. En effet, dès l'âge de 16 ans, elle s'était inscrite au collège gravissant les étapes à une vitesse remarquable pour finalement obtenir sa licence d'infirmière à seulement 20 ans. Et surtout, elle était faite pour faire ce métier-là. Son entourage le disait et elle-même le savait qu'elle était à sa place dans le domaine médical. On la décrivait comme une femme attentionnée, empathique, à l'écoute et toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Elle aimait ça que les choses soient faites de la bonne façon et avait vraiment à cœur le bien-être des gens. Cette ambition, cette douceur, cette force de caractère, c'est d'ailleurs ce qui a très vite charmé John, qui pour sa part venait tout juste de terminer son diplôme en ingénierie mécanique à Los Angeles. Leur futur était donc prometteur et plein d'espoir. Sherry, c'était une femme remarquable. Elle dégageait une belle présence qui attirait naturellement l'attention parce qu'elle était super belle. C'était une vraie beauté naturelle. Ses cheveux étaient comme toutes bouclés, vraiment plein de volume. Et encore une fois, pour ceux que ça intéresse, j'ai publié des photos en lien avec l'histoire sur le Instagram du balado. Donc, c'est au mockshot.podcast. Je vous suggère toutefois d'attendre à la fin de l'épisode là, avant de jeter un coup d'œil parce que certaines images pourraient vous dévoiler le déroulement
déroulement de l'histoire. Donc, c'est ça, vous allez voir, là, Sherry était vraiment super belle, son sourire était vraiment chaleureux. Et sinon, j'ai lu qu'elle était grande, athlétique, mais au-delà de son apparence, elle était surtout une femme accomplie, confiante et déjà très établie dans sa carrière, comme je l'ai mentionné précédemment. En ce qui concerne sa famille, ils étaient tous très fiers de son parcours. Sherry, elle semblait accomplir chacun de ses rêves qu'elle se fixait et atteindre tous ses objectifs. Elle avait une belle relation avec sa mère Loretta et avec son père Nels, à qui elle se confiait beaucoup. Et le décès de leur fille les a inévitablement bouleversés. Et vous allez voir, toute leur vie, ils se sont battus pour rendre justice à leur fille. Son mari John partageait la même opinion. Sherry, c'était une femme dévouée, animée, avec de belles valeurs. Le couple avait de nombreux points communs. Les deux aimaient courir, partager des moments simples et avaient de beaux projets à deux. Leur quotidien semblait parfaitement équilibré et ensemble, ils semblaient mener une vie confortable. Et ce, jusqu'au matin du 24 février 1986, où tout a basculé. Ce matin-là, John devait se rendre au travail alors que Sherry était encore à la maison, hésitante sur le fait d'aller travailler ou non. Elle avait été appelée pour superviser une classe dans le cadre de son travail, mais ce jour-là, elle s'est réveillée en n'ayant aucune motivation. Et selon certaines de mes sources, c'était plutôt le fait qu'elle était malade, mais peu importe, là, dans les deux cas, elle se demandait si elle prenait sa journée ou si elle rentrait travailler. Donc, John lui avait suggéré d'y aller malgré tout, lui disant que c'était pas une supervision majeure et qu'elle aurait toute l'après-midi pour se détendre de toute façon. Selon le témoignage qu'il va offrir plus tard, il va dire avoir quitté la maison aux alentours de 7h20 ce matin-là et ce sera la dernière conversation qu'il aura avec sa femme. Un peu plus tard dans la matinée, se demandant pourquoi Sherry ne l'avait pas tenu informée sur ce qu'elle comptait faire, il décide d'appeler au domicile pour vérifier si Sherry était bien partie travailler. Et là, ne tombant que sur la boîte vocale, il se dit qu'elle était probablement au travail comme prévu. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, donc c'était pas aussi facile que ce l'est aujourd'hui de rejoindre quelqu'un. Donc, pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler le secrétariat de l'hôpital pour demander si Sherry s'était présentée. Et la secrétaire de l'hôpital va lui répondre qu'elle n'avait pas vu Sherry ce matin-là, ne pouvant donc pas confirmer si elle s'était présentée ou non. Et à ce moment-là, il y a certaines personnes qui pourraient trouver ça louche ou inquiétant, là, surtout avec le recul, compte tenu que Sherry va être assassinée. Mais pour replacer les faits dans leur contexte, les lundis, Sherry, elle supervisait plusieurs classes. Donc, c'était pas inhabituel que certaines personnes ne la voient pas. Et ce matin-là, ne pouvant pas se douter qu'un tel drame était arrivé, John a donc pris pour acquis que la secrétaire avait simplement manqué Sherry. Ce n'était toutefois pas dans les habitudes de Sherry de ne donner aucune nouvelle, donc une partie de lui trouvait ça quand même étrange. Tu sais, habituellement, le couple se téléphonait au moins une fois pour se tenir au courant de leur journée, mais plus les heures avançaient, aucune nouvelle ne venait de Sherry, ce qui commençait à inquiéter John. Vers midi, il va tenter d'appeler à nouveau le domicile, puis encore une fois dans l'après-midi, mais ce sera sans succès. Et là, sans vouloir tirer de conclusions hâtives, il se dit que Sherry était peut-être allée faire des courses après la supervision de ses classes ou qu'elle avait un rendez-vous ou toute autre activité banale. Et c'est vrai, là, l'humain fonctionne comme ça. On refuse de s'imaginer le pire et on cherche toujours à se rassurer en inventant un contexte plausible. Jamais John aurait pu se douter du drame qui venait de se produire. Tu sais, Sherry, elle avait pas d'ennemis, c'était quelqu'un de bien stable qui menait sa carrière avec sérieux et elle prenait pas de drogue, elle avait aucun démêlé avec la justice. Donc pour lui, la situation était étrange, mais rien ne semblait alarmant à ce moment-là. À son retour à la maison ce soir-là, à 17h55, John va remarquer immédiatement que quelque chose d'étrange s'est passé lorsqu'il va stationner sa voiture. La porte du garage avait été laissée ouverte, ce qui va immédiatement attirer son attention. Il constate également que la voiture de Sherry, donc la BMW qu'il lui avait offert en cadeau, avait disparu. Donc, son premier réflexe, ça a été de penser que le domicile avait été cambriolé.
Et là, inquiet, il tente de se rassurer en rationalisant la situation, là, mais son instinct lui crie que quelque chose ne va pas. En regardant plus loin, il aperçoit des éclats de verre au sol à l'extérieur dans le stationnement. Il va comprendre rapidement qu'il s'agissait de la vitre de la porte de leur balcon juste au-dessus qui avait explosé en 1000 morceaux. Il constate également que la porte menant à l'intérieur de la maison était grande ouverte, ce qui va l'inquiéter encore davantage. C'est à ce moment-là que John va pénétrer dans la maison, submergé par la peur. Il savait que quelque chose de terrible s'était produit, mais je pense pas qu'il se doutait de la scène horrible qu'il allait découvrir. Ça doit tellement faire peur de rentrer chez soi, de pas savoir ce qui s'est passé, mais de savoir qu'il s'est passé quelque chose. Ouf. Lorsqu'il va rentrer dans la maison, ce sera pas long que John va tomber sur la scène d'horreur qui s'offre à lui. Par terre, le corps sans vie de sa femme, étendu sur le sol. Elle portait encore son pyjama, un t-shirt oversize qu'elle avait mis la veille, ainsi que sa robe de chambre. Quand il s'est approché d'elle pour la toucher, elle était froide et sans aucun signe de vie. Il a donc immédiatement appelé la police pour déclarer le meurtre de sa femme. Selon le rapport d'autopsie officiel, la police a été appelée à 17h59 exactement et ils sont arrivés sur les lieux à 18h08, soit moins de 10 minutes après l'appel. Sherry se trouvait les bras levés, interprétée comme si elle s'était débattue jusqu'à la dernière seconde. Son visage reflétait un traumatisme intense et elle était en rigidité cadavérique. Le décès de Sherry va officiellement être constaté à 18h12. À l'arrivée du coroner Lloyd Mahaney à minuit 55, le corps de la défunte était allongé en position semi-spinale sur le tapis du salon. Il a fait une investigation remarquable. Son rapport est détaillé, complet et heureusement. Il inscrit dans son rapport que la victime portait une culotte, un t-shirt et son peignoir, comme je l'ai déjà mentionné. Plusieurs signes de violence étaient visibles. Elle avait été blessée par balle, 3 exactement, au niveau de la poitrine. L'une des blessures semblait être une blessure à bout portant avec des fragments de poudre à l'intérieur de la plaie. Les coups ont donc été tirés, selon lui, de très près et les tirs semblaient précis, comme si le meurtrier savait exactement où et comment viser pour tuer quelqu'un. Une autre blessure par balle a été observée sous l'œil droit et une lacération a été notée dans l'arcade sourcilière. Il y a également plusieurs autres lacérations qui ont été observées autour de l'œil et tout ça va être noté dans le rapport. Des ecchymoses sur la lèvre supérieure ainsi que des marques de morsures sur l'avant-bras ont également été notées. La présence de morsures sur le corps de la jeune femme, ce sera un détail qui viendra apporter la thèse qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. En effet, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça renforce l'idée d'un geste chargé d'émotion ou de ressentiment envers la victime. Une morsure, là, ça peut, selon moi, se traduire par un besoin de vengeance, une fierté mal placée, d'avoir réussi, ou la sensation de puissance liée au fait de dominer quelqu'un. Est-ce que le tueur, c'était quelqu'un qui en voulait personnellement à Sherry? Dans le rapport, c'est également mentionné que 2 de ses ongles sont également manquants sur l'une de ses mains et les 2 ongles en question vont être retrouvés un peu plus tard devant la porte d'entrée principale. Le coroner a aussi déterminé que ce serait le premier coup de feu qui lui aurait été fatal. Sherry ne présentait aucun signe évident d'agression sexuelle. Toutefois, par mesure de procédure et afin d'écarter définitivement cette possibilité, un rape kit ou une trousse médico-légale en français a tout de même été effectué et plusieurs échantillons ont été prélevés et consignés avec minutie dans le rapport médico-légal. Le coroner souligne également la présence d'une très faible hémorragie et d'une quasi-absence d'inflammation autour de la morsure. Et ça, c'est un détail vraiment intéressant selon moi parce que ça va l'amener à conclure que cette blessure-là a probablement été infligée au moment même de sa mort ou du moins juste après. Un peu comme un dernier fuck you, tu sais, puis encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez,
Mais c'est tellement violent, c'est tellement personnel. Et vous allez voir, là, c'est choquant, mais les enquêteurs ont complètement, en fait, ignoré ce détail-là. Dès le début de l'enquête, le LAPD, donc le département de police de Los Angeles, va juger que la mort de Sherry résultait d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais avec le recul, cette explication-là semble pas du tout logique, parce que les blessures infligées à Sherry sont beaucoup trop violentes pour être simplement liées à un cambriolage. Certes, sa voiture a disparu, mais les blessures sur son corps montrent qu'elle a été battue et intentionnellement tuée par quelqu'un qui, selon moi, lui en voulait personnellement. Du moins, c'est ce que ça laisse présumer. Parce que pour un cambriolage, c'est extrêmement violent. Puis tu sais, oui, la maison montrait des signes d'entrée par infraction, tu sais, mais à ce stade-ci, il n'y a rien qui permettait d'affirmer avec certitude ce qu'il s'était passé. Au départ, les enquêteurs ont cru que la maison avait été vandalisée par 2 hommes et que Sherry les aurait aperçus pendant qu'elle se préparait et qu'elle aurait ensuite été battue à mort. Mais je le répète, cette théorie pour plusieurs, là, ça fait aucun sens et on va y revenir. Un autre fait intéressant, c'est que le meurtre de Sherry fait partie des 831 homicides rapportés à Los Angeles en 1986. 831, là, c'est énorme, là. Et lorsqu'une ville accumule autant de dossiers, c'est pas rare que certains cas vont rester non résolus pendant des années, soit par faute de temps ou à cause de la surcharge de travail qui vont empêcher certains dossiers d'avancer. Mais vous allez voir, là, c'est même pas à cause de ça, c'est même pas par manque de temps que le dossier de Sherry va être délaissé et c'est ce qui rend cette histoire encore plus frustrante. Le premier détective en charge de l'affaire à l'époque, donc le détective Lyle Mayer, va noter dans son rapport que 2 balles seront retrouvées sur la victime. Elles seront extraites du corps de Sherry et on sera en mesure de déterminer plus tard qu'elles étaient toutes 2 de calibre 38. On pense que l'une d'entre elles aurait traversé entièrement son corps et en plus des blessures par balle, son visage portait plusieurs marques de violence. Donc, elle avait probablement été frappée au-dessus de l'œil droit avec un vase parce qu'un vase a été retrouvé par terre. Mais une autre théorie laisse croire que cette blessure aurait pu être causée parce qu'elle aurait été frappée au-dessus de l'œil avec l'arme à feu. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, une morsure était également visible sur son avant-bras gauche et celle-ci va être prélevée pour analyse de salive et pour un moulage qui sera effectué pour une éventuelle comparaison dentaire. Pour une enquête initialement dirigée comme un simple cambriolage qui aurait mal tourné, un tel niveau de violence rend la théorie du cambriolage peu crédible. Tu sais, je suis pas une professionnelle, mais ce genre de blessure-là, là, ça semble plutôt relever d'une vengeance ciblée, d'un acte provenant d'un possible tueur en série, d'un féminicide causé par le conjoint, parce que, outre la voiture manquante, la violence causée sur la jeune femme n'indique clairement pas le profil d'un simple cambriolage. Le cambriolage semble plutôt avoir été orchestré pour camoufler ce qui s'est réellement passé. Puis je pense sincèrement que dans des cas comme ça, c'est le devoir des policiers d'envisager toutes les possibilités. De se concentrer trop rapidement là, sur une seule piste, d'avoir une vision tunnel, c'est presque garantir qu'on passe à côté d'éléments essentiels. Et au final, ça nuit à l'enquête parce que les enquêteurs se concentrent sur un suspect idéal et par le fait même vont négliger d'autres pistes ou d'autres éléments de preuve cruciaux. L'enquêteur en charge du dossier de Sherry va remarquer cette soirée-là une couverture déposée sur une chaise près du corps de Sherry. Celle-ci avait un trou de balle et rapidement, il en conclut qu'elle avait peut-être été utilisée pour camoufler le bruit des 2 tirs à bout portant après que l'assassin ait entendu le premier coup de feu. En faisant le tour de la maison, le détective Mayer va constater le désordre qui, selon lui, a été laissé par une lutte violente. Un gros haut-parleur stéréo avait été renversé sur le sol, un vase avait été brisé et des étagères en bois avaient été retrouvées par terre. L'amplificateur ainsi que le récepteur de télévision étaient renversés et des câbles pendaient du téléviseur. Au pied de l'escalier menant au 2e étage, une vidéocassette et un lecteur CD ont été retrouvés empilés l'un sur l'autre et le lecteur CD portait une empreinte digitale ensanglantée. Encore une fois, pour un cambriolage,
aucun objet de valeur à l'intérieur de la maison n'a été volé, à l'exception toutefois de la voiture, mais également du certificat de mariage de John et Sherry qui, depuis le 24 février 1986, est introuvable. Après avoir pris toutes ses notes sur la scène de crime, le détective Meyer va décider de s'entretenir avec John. Évidemment, c'est le conjoint, donc c'est normal qu'il voulait probablement clarifier certains détails concernant sa version des faits, son témoignage, mais également concernant la matinée avant que John ne parte pour le travail et probablement qu'il souhaitait revenir sur le moment où John avait découvert le corps de sa femme pour la première fois. Au début de l'enquête, évidemment, le détective n'écartait pas la possibilité que John puisse être impliqué dans le meurtre de sa femme. C'était une précaution classique. Vous le savez, je vous apprends rien, là, mais dans la majorité des cas de meurtre conjugal, c'est souvent le conjoint qui est interrogé en premier. Et 9 fois sur 10, ce sera en effet le conjoint qui sera jugé coupable. Donc, le détective a donc conduit un interrogatoire approfondi et évidemment, il va de soi que le détective va prendre le temps de vérifier minutieusement l'alibi de John. Donc, il va contacter son lieu de travail et il va regrouper les heures que John a fait pour les comparer à la chronologie des événements en lien avec le meurtre de sa femme. Et tout concordait, donc John était bel et bien présent au travail au moment du meurtre. Son alibi était béton, ses déclarations étaient cohérentes et corroborées par des témoins, des documents. Donc, très rapidement, le détective a pu conclure que John n'était pas impliqué dans la mort de sa femme et qu'il pouvait être écarté comme suspect. Lors de cet entretien, lorsque le détective en charge de l'affaire va éliminer John comme suspect, il va lui expliquer donc sa théorie comme quoi, selon lui, tout ça serait arrivé à cause d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Donc, la théorie officielle qui a été expliquée à John ce matin-là, ce serait que le cambriolage serait survenu aux alentours de 10 heures le matin, qu'ils étaient deux, qu'ils sont passés par la porte d'entrée qui ne devait pas être verrouillée. Puis encore une fois, ce détail-là, John, il trouve un peu ça bizarre parce que c'est pas dans les habitudes de Sherry de ne pas barrer la porte. Même qu'il est convaincu que ce matin-là, elle aurait rebarré la porte derrière lui quand lui partait travailler. Mais bon, même si John va mentionner tout ça aux enquêteurs, ils vont malheureusement ignorer ce détail-là de son témoignage et ils vont poursuivre avec leur théorie en mentionnant que, selon eux, probablement que 2 personnes avaient voulu cambrioler la maison, voler le stéréo, probablement d'autres objets, lorsque l'un d'eux serait tombé sur Sherry qui descendait à l'étage. Et là, pour appuyer la théorie du cambriolage, au cours des semaines suivantes, les enquêteurs, sous la supervision du détective Meyer, vont interroger des voisins afin d'avoir peut-être des détails ou approfondir certains témoignages. Mais à travers tout ça, il n'y a aucun suspect qui n'a été identifié. Puis je vous rappelle que tout ça s'est produit en plein jour, mais pourtant, il n'y a personne qui a rien vu ni entendu quoi que ce soit. Ils ont ensuite demandé aux proches de Sherry si elle avait des problèmes connus, donc des problèmes financiers, des problèmes de drogue, d'anciennes relations toxiques, mais tous se sont entendus avec la même version que non, tu sais, Sherry, elle avait pas de problème, c'était vraiment comme une fille normale qui s'entendait bien avec tout le monde l'aimait, tu sais, Sherry, elle avait plein d'amis, puis elle avait aucun problème avec personne, donc tout ça, c'était vraiment étrange, puis c'était vraiment dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'est passé. Les recherches et les témoignages dans le quartier vont toutefois révéler que 2 hommes latino-américains avaient été responsables de plusieurs cambriolages dans la région et qu'ils avaient, dans un cas, agressé une femme. Et malheureusement, cette théorie, elle s'agençait parfaitement avec celle de l'inspecteur qui va décider de garder cette théorie comme étant la principale et tristement comme unique possibilité. Mais là, revirement de situation. La BMW que John avait offert à Sherry, qui avait été cambriolée cette journée-là, va être retrouvée une semaine plus tard dans une rue un peu plus loin à Van Nuys. Et quelque chose d'encore plus étrange, c'est que lorsqu'elle va être retrouvée, la voiture, elle était débarrée avec les clés sur le contact. Et ça, c'est un détail intéressant, encore une fois, parce que si la voiture, elle n'a pas été cambriolée, ça efface la théorie, encore une fois, qu'il y a eu un cambriolage.
parce que sinon la personne, elle serait partie avec la voiture pour vrai. Elle l'aurait pas juste pris puis elle l'aurait pas amené plus loin juste pour faire à semblant que, tu sais. Il y a même plusieurs empreintes digitales, une tache de sang ainsi qu'un cheveu brun qui vont être relevés à l'intérieur de la voiture. Évidemment, ces éléments de preuve-là vont être récoltés afin d'analyser s'ils possèdent l'ADN du tueur et on va y revenir plus tard. Pendant des années, Nels et Loretta Rasmussen, donc les parents de Sherry, avaient demandé au détective Mayer le lendemain du meurtre s'ils avaient enquêté sur l'ex-petite amie de John. Et à ce moment-là, il ne se souvenait plus de son nom, mais il se rappelait qu'elle était elle aussi policière au LAPD. En effet, Sherry s'était confiée à son père à plusieurs reprises dans les mois suivant son emménagement avec John. Elle disait que cette autre femme-là, donc l'ex de John, était passée à la maison quelques semaines avant le mariage, et ce sans prévenir. Elle l'avait décrite à son père comme étant une belle brune, athlétique et audacieuse. Et honnêtement, pour avoir vu une photo, les deux se ressemblent quand même pas mal. Fait qu'on voit que John avait quand même un certain type à ce moment-là. Et je peux comprendre que Sherry aimait pas ça, là, que l'ex de son chum, de son mari, débarque à l'improviste sans prévenir. Puis, en tout cas, on va y revenir, là, mais je peux comprendre qu'elle n'était pas confortable avec ça. Et pour vous illustrer cette dynamique-là, justement, là, cet après-midi-là, Sherry, elle explique à son père que l'ex de John était venu déposer une paire de skis nautiques qu'elle voulait faire cirer par John. Évidemment, Sherry a trouvé ça niaiseux, là. Elle disait à son père, selon moi, c'est vraiment juste un prétexte pour s'introduire chez moi, là, dans mon couple. Et elle se doutait, évidemment, que l'ex de John savait que tout ça, ça la rendait insécure. Donc, évidemment, Nels, le père de Sherry, a suggéré à sa fille d'en parler avec John. Donc, les deux se sont assis et Sherry lui a exprimé qu'elle n'aimait pas la présence persistante de cette autre femme qui s'appelle Stéphanie Lazarus. Le couple s'était même chicané au sujet de Stéphanie et à travers tout ça, John avait quand même pris le temps de rassurer Sherry. Il lui avait même avoué qu'à ses yeux, la relation entre lui et Stéphanie n'avait jamais été très sérieuse. Mais malgré tout, Sherry, elle voulait pas qu'il cire ses skis parce qu'elle trouvait ça vraiment irrespectueux que son ex-petite amie débarque quand bon lui semble au domicile du couple. Et selon Nels, le père de Sherry, John la soutenait pas assez quand Sherry lui demandait de ne plus parler à son ex-petite amie. À ce qui paraît, il refusait de tenir tête à son ex en suggérant plutôt à Sherry qu'il fallait mieux la ménager. Mais là, pour Sherry, c'était pas une réponse suffisante. Elle voulait vraiment que John la choisisse et qu'il confronte Stéphanie une bonne fois pour toutes pour qu'elle les laisse tranquilles. Quelques jours plus tard, Sherry avait mentionné à son père que Stéphanie était repassée à la maison encore une fois sans prévenir et cette fois-ci pour venir récupérer ses skis que John avait malgré tout cirés, malgré que Sherry était pas à l'aise avec ça. Et cette fois-ci, Sherry, elle s'en serait mêlée puis elle aurait demandé à Stéphanie de partir après que John lui ait remis ses skis. Elle lui aurait fait clairement comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue à la maison et selon elle, ça l'avait vraiment pas découragé la femme qui s'était présentée à nouveau quelques jours plus tard, cette fois-ci en uniforme du LAPD avec son arme à feu. Selon Sherry, elle disait qu'elle était en pause et qu'elle venait voir John. Et Stéphanie affirmait qu'habituellement, à cette heure-là, John était à la maison. Et ça l'avait vraiment comme mis un doute dans la tête de Sherry parce qu'habituellement, elle était au travail à ces heures-là. Et John, c'est vrai qu'il était à la maison à ces heures-là habituellement, puis c'est vraiment comprenable, là, mais Sherry, elle se demandait, est-ce que c'est genre une routine, tu sais, à chaque fois que je pars travailler, puis que mon chum est à la maison, l'ex-petite amie, elle passe, puis il se passe ça dans mon dos, tu sais. Elle voulait pas y croire et elle voulait faire confiance à John aussi. Puis à ce moment-là, le mariage avait pas encore eu lieu, tu sais, il approchait à grands pas, mais c'était pas encore coulé dans le béton qu'il l'avait choisi à 100%. Fait qu'elle avait pleuré au téléphone en racontant tout ça à son père. Et selon lui, Sherry était pas du genre à pleurer facilement. Donc, cet événement-là l'avait vraiment bouleversée. Et on peut s'imaginer comment elle se sentait. En tout cas, moi, je peux m'imaginer que c'est pas une situation qui est le fun.
Il y avait aussi la fois où Stéphanie était allée à l'hôpital où Sherry travaille, elle était allée jusque dans son bureau pour lui parler, puis Sherry, elle avait trouvé ça vraiment déplacé, là. Elle en avait parlé à son père de cet événement-là aussi, qui lui, par la suite, s'est confié aux policiers quand sa fille a été retrouvée brutalement assassinée. Pour lui, c'était de l'harcèlement, puis Sherry s'était confiée à lui à maintes et maintes reprises par rapport à Stéphanie, donc c'était évident pour lui qu'il fallait investiguer sur cette femme-là, mais Nels va se souvenir plus tard et va dire en fait que à l'époque les enquêteurs avaient rejeté cette théorie-là et avaient refusé d'enquêter sur l'ex-petite amie de John. On lui avait tout simplement dit qu'il regardait trop de séries policières puis que c'était seulement une histoire de jalousie puis que c'était normal puis que ça avait vraiment été banalisé à ce niveau-là. Et de son côté, ben, le détective Mayer va sembler vraiment n'avoir envisagé que deux possibilités. Donc, premièrement, que John ait pu tuer sa femme et deuxièmement, qu'elle ait été tuée lors d'un cambriolage. Et à travers tout ça, même si John va continuer à dire qu'il est innocent, il va quand même expliquer douter de la théorie du cambriolage. Il va même insister pour que la police explore d'autres possibilités et qu'ils évitent d'avoir des œillères, mais malheureusement pour lui, il n'y a aucune démarche supplémentaire qui va être entreprise en dehors des deux scénarios que je viens de vous mentionner. Donc après un long interrogatoire, mais la police va finalement écarter John de sa liste de suspects et après l'avoir rencontré, ben, les enquêteurs vont dire avoir perçu sa sincérité. Donc, selon eux, il n'avait ni mobile, ni assurance à réclamer et rien n'indiquait un problème dans sa relation avec Sherry. De plus, comme je l'ai mentionné, son alibi avait pu être confirmé par son employeur qui validait qu'en effet, John se trouvait au travail dans les heures où Sherry, sa femme, s'est fait assassiner. Donc, on pouvait sincèrement qu'avoir de la compassion pour John et sa douleur était vraiment palpable, là, selon ce que j'ai lu. C'est ça que tout le monde disait, là, ses proches, ses collègues, les enquêteurs, tout le monde le croyait innocent et rapidement, ben, il va être laissé tranquille et il va pouvoir vivre son deuil en paix. Durant ce même interrogatoire, les enquêteurs abordent avec John les confrontations de Nels, son beau-père, que lui avait décrites entre Sherry et son ex-petite amie. Et à cela, John va affirmer au détective qu'il n'y avait aucun moyen que ces confrontations rapportées par son beau-père aient eu lieu sans que Sherry ne lui en parle. Selon lui, ces scénarios étaient complètement exagérés parce que si tout ça c'est vrai, John, il se demande pourquoi Sherry lui en a pas parlé. Mais l'affaire, c'est que Sherry en avait parlé à John de tout ça, là, de la visite à l'hôpital, de son inconfort vis-à-vis Stéphanie, mais peut-être pas d'une manière laissant croire qu'elle était effrayée ou même intimidée. Ce que Sherry lui avait transmis, c'était peut-être un peu plus sa crainte qu'il se passe encore quelque chose entre lui et Stéphanie, mais rien de plus. Selon John, c'était juste une histoire de jalousie qui, selon lui, n'allait être que passagère. De toute évidence, ce témoignage de la part de John plaisait davantage au détective Mayer, qui était plus enclin à le croire lui plutôt que Nels, qui à ses yeux n'était qu'un simple père en colère et en deuil. Toutefois, il pourrait y avoir une autre raison expliquant pourquoi Nels n'avait pas été entendu à l'époque. Le dossier laisse entendre qu'une ou plusieurs personnes, dès l'enquête initiale et pendant les 10 années suivantes, refusaient d'envisager qu'une collègue policière ait pu assassiner Sherry Rasmussen. Pire encore, il semble qu'elles aient activement dissimulé des preuves qui auraient pu le démontrer. Pour commencer, ben, tous les documents liés aux soupçons de Nels concernant l'ex-petite amie policière, ils ont disparu. Et l'entretien avec John mené le lendemain du meurtre, où Stéphanie avait été mentionnée, se sont eux aussi volatilisés. Et spoiler alert, c'est vraiment pas une coïncidence. Il existe aussi des enregistrements audio et des notes de chaque autre entretien mené dans les premiers jours, ce qui était la procédure normale, mais il n'en existe aucun pour ceux où Stéphanie était spécifiquement mentionnée. Puis c'est pourtant des conversations dont se souviennent à la fois Nels et John qui ont été interviewés séparément sans savoir ce que l'autre avait dit. Nels va raconter plus tard que peu de temps après le meurtre, les policiers lui ont également montré des croquis des deux suspects masculins latino-américains et que les policiers lui avaient expliqué la théorie du cambriolage. Selon lui, il n'y avait aucun moyen de reconnaître les suspects dessinés et tout ce scénario-là, ben, ça lui semblait totalement incohérent, là. Ça tenait pas la route, d'autant plus qu'il y avait tellement de pistes qui ont été ignorées. C'est tellement frustrant là, pour la famille, là, j'imagine même pas comment qu'on se sent. C'est leur job aux policiers d'investiguer, tu sais, puis
Puis en tant que père, t'amènes une théorie, t'amènes quelque chose, puis on te répond qu'il n'y a rien à faire. Ça fait aucun sens, c'est vraiment fâchant. Entre autres, un détail qui ne tient pas la route, c'est que l'appartement montrait des signes de lutte prolongée. Et selon le rapport qu'avait fait le détective Mayer après avoir examiné la scène de crime, il avait estimé que la bagarre avait pu durer 1 heure et demie. Mais sachant ça, là, c'est questionnable de se demander comment Sherry aurait-elle pu résister à 2 hommes pendant aussi longtemps. Il y avait également la morsure présente sur l'avant-bras de Sherry qui avait poussé le partenaire du détective Mayer, donc Steve Hooks, à suggérer que la suspecte pourrait être une femme en basant sa théorie sur le fait que les femmes mordent généralement plus que les hommes. Mais évidemment, cette théorie-là va être rapidement écartée comme toutes les autres parce que selon l'enquêteur Mayer, les femmes ne s'adonnent généralement pas au cambriolage et que les hommes qui se battent ont déjà utilisé leurs dents. Donc, selon lui, la théorie comme quoi une femme aurait pu tuer Sherry, ça tenait pas la route, ça faisait aucun sens, puis il n'a rien voulu savoir, encore une fois. Au cours de mes recherches, là, plus je lisais, plus je réalisais que c'est comme si les policiers avaient retenu juste les preuves qui allaient dans le sens de leur théorie du cambriolage. Toutes celles qui ne s'accordaient pas avec cette version-là étaient rejetées comme si elles n'avaient aucune valeur. Mais selon moi, ça devrait être l'inverse, là. C'est leur travail aux enquêteurs d'explorer plein de pistes. Pour la famille, là, ça doit tellement être frustrant là, de proposer des nouvelles théories, de mentionner d'autres éléments, mais de voir qu'il n'y a aucune investigation supplémentaire qui est menée à travers tout ça. Ils doivent tellement se sentir impuissants, là. Ils reçoivent même pas de réponse indiquant qu'ils vont approfondir l'affaire, là. On leur répond simplement que ça fait pas de sens, puis bye bye, retournez chez vous, là. En tout cas. Nels se souvient même d'avoir demandé à plusieurs reprises si les enquêteurs avaient vérifié si la policière travaillait ce jour-là, s'ils l'avaient examinée, s'ils avaient photographié ses mains. Mais les réponses furent que non. Personne ne l'avait jamais vérifiée, personne n'avait jamais regardé si elle avait des blessures défensives sur les mains, les bras ou si elle avait un alibi cette journée-là. En 1989, John va retrouver Stéphanie lors d'un voyage de plongée à Hawaï. Et avant de la rejoindre là-bas, il avait appelé Mayer pour s'assurer qu'aucune preuve ne l'avait jamais liée au meurtre de Sherry. Et à travers tout ça, c'est vraiment intéressant de constater que cette possibilité-là qu'il avait si fermement rejetée à l'époque restait malgré tout dans son esprit. Parce que si John était convaincu que Stéphanie n'avait pas commis le meurtre de sa femme, il n'aurait pas appelé le détective Mayer pour être certain qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Donc, évidemment, à l'époque, le détective Mayer l'avait rassuré sur le fait qu'il n'y avait aucun soupçon concernant sa collègue. Et ainsi, la policière et le veuf vont renouer à Hawaï en tant qu'amis seulement. Et comme je l'ai mentionné en début d'épisode, les parents de Sherry vont jamais avoir lâché le morceau. Donc, lorsque l'affaire va être réexaminée des années plus tard, les enquêteurs vont être surpris de découvrir qu'il n'existe qu'une seule trace mentionnant Stéphanie Lazarus dans tout le dossier. Une inscription datée du 19 novembre 1987, soit plus d'1 an et demi après le meurtre. Ce jour-là, John avait simplement été appelé pour confirmer que Stéphanie était effectivement son ex-petite amie. Mais c'est tout. Il n'y a aucune enquête approfondie, aucun interrogatoire, aucune filature, aucune arrestation, il n'y a rien. Même après que le père de Sherry ait expressément affirmé que sa fille subissait du harcèlement de la part de l'ex de son fiancé. Cette piste, pourtant cruciale, elle n'a suscité aucune investigation, ça fait aucun sens. Pendant ce temps, les preuves liées au meurtre de Sherry Rasmussen furent entreposées dans un simple local commercial où elles allaient dormir et, pour certaines, se volatiliser au cours des prochaines années. Lui et sa femme avaient offert une récompense de 10 000 $ et ils avaient coopéré avec les producteurs de l'émission télévisée Murder One qui avaient préparé un segment sur l'affaire non résolue. Toute leur vie, ils ont continué d'appeler les détectives du LAPD demandant s'ils avaient vérifié la policière ou s'ils avaient décidé d'enquêter sur le sujet. Mais tout ça n'a servi à rien parce que les enquêteurs n'ont jamais voulu faire quoi que ce soit par rapport à ça.
Lorsqu'ils vont lire les premiers articles sur les tests d'ADN dans les laboratoires criminels quelques années plus tard, Nels et Loretta vont appeler et presser le département d'analyser les preuves médico-légales recueillies dans l'appartement et sur le corps de Sherry. Entre autres, ils avaient des échantillons de sang, de cheveux, il y avait même l'écouvillon prélevé sur la trace de morsure sur le bras de Sherry, mais on leur a dit que le département avait un budget limité et qu'il ne pouvait pas se permettre d'effectuer ces tests-là. Alors, à ce moment-là, Nels va proposer de les payer lui-même. Il va même dire qu'il a déjà fait les recherches, les démarches et qu'il avait lui-même trouvé un laboratoire qui était prêt à effectuer le travail. Et malgré tout ça, malgré qu'ils vont voir que Nels et Loretta sont complètement démunis, ils n'ont plus rien, ils veulent tellement trouver. Les enquêteurs sont même pas capables d'avoir de l'empathie. Ils vont leur dire que ça leur servira à rien d'avoir de l'ADN s'ils n'ont même pas de suspect. Puis à ce moment-là, Nels, il va dire j'en ai un suspect, là, ça fait des années que je lui demande d'enquêter sur l'ex-petite amie de John, là, le fiancé de ma fille. C'est tellement fâchant, là, mais à travers tout ça, au moins, ça va avoir un peu porté fruit. Il y a un détective nommé Phil Moritt qui va donc s'être rendu au bureau du coroner du comté de Los Angeles le 11 octobre 1993, soit 7 ans après le meurtre. Le détective avait donc signé la sortie de tous les échantillons médico-légaux susceptibles de contenir l'ADN d'un suspect. Et en effet, c'était pas inhabituel pour un détective de retirer des preuves et de les livrer à un laboratoire pour analyse. Et parfois, ces déplacements impliquaient de récupérer des preuves de plusieurs dossiers. Il n'y a donc aucun moyen de savoir si le détective Moritt, lors de son déplacement, n'avait cherché que le matériel pour le dossier de Sherry. En temps normal, les preuves étaient retirées à la demande d'un enquêteur, mais il n'existe aucune trace d'une telle demande ici. Et là, Phil Moritt, on va y poser des questions, puis plus tard, il va dire aux enquêteurs du département qu'il n'a malheureusement aucun souvenir d'avoir signé la sortie des échantillons. Et malheureusement, les preuves seront perdues, ou du moins, elles resteront introuvables pour plusieurs années. Pendant 18 ans, le dossier de Sherry et ce qu'il restait des preuves de la scène de son meurtre restèrent entreposés. L'enquêteur Mayer, celui qui était en charge de l'affaire, va finalement prendre sa retraite et le dossier va être assigné à quelqu'un d'autre. On sait que John va se remarier quelques années plus tard et avec sa seconde épouse, ils vont fonder une famille. De son côté, Stéphanie, elle va épouser un autre policier et elle va continuer de gravir les échelons. Et les choses seraient sûrement restées ainsi, sauf qu'en 2001, le chef de la police de Los Angeles, donc Bernard C. Parks, va créer l'unité des homicides non résolus, donc le Cold Case Homicide Unit, pour commencer à examiner systématiquement les dossiers de meurtres non élucidés à la recherche de preuves ADN. 3 ans plus tard, en 2004, Jennifer Francis, nouvellement criminaliste et analyste ADN au département de police de Los Angeles, elle va sortir le dossier de Sherry et va commencer à trier ce qui s'y trouvait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier de Sherry intriguait particulièrement Jennifer. Elle voulait absolument participer à le résoudre et heureusement parce que grâce à elle, on va être enfin en mesure d'avancer dans l'affaire. Elle s'est donc mise à analyser les tonnes et les tonnes de rapports jusqu'à temps qu'elle remarque qu'un prélèvement avait été effectué sur la marque de morsure du bras de Sherry. Mais elle remarque également que celui-ci n'était pas listé parmi les preuves et qu'il ne figurait donc pas non plus parmi les échantillons médico-légaux signés par Moritt en 1993. Alors, où était-il? Fait que là, Jennifer, elle va se questionner, puis à travers ces questionnements, elle va réaliser que si l'écouvillon n'avait pas quitté le bureau du coroner en 1993, que ça voudrait peut-être dire qu'il n'est peut-être pas perdu avec les autres preuves. La criminaliste connaissait bien les étapes de la chaîne de conservation. Et selon les articles que j'ai lus, les preuves prélevées sur le corps des victimes sont conservées dans un congélateur et elles seraient regroupées et rangées sous un numéro de dossier. Donc, en sachant tout ça et en trouvant pas l'échantillon qui avait été prélevé de la morsure de Sherry, c'est questionnable et parfaitement logique de se demander si celui-ci n'avait jamais été transféré du congélateur vers le dossier. Et encore mieux, de se demander si l'écouvillon était encore dans le congélateur.
Lorsque Jennifer va appeler le bureau du coroner, ils vont lui répondre initialement que l'écouvillon n'y figurait pas. Mais Jennifer ne voulait pas lâcher prise, donc elle va insister, elle va pousser et elle va faire des démarches pour que les congélateurs soient fouillés à la main. Grâce à Jennifer, l'écouvillon fut finalement retrouvé dans une enveloppe qui avait absorbé l'humidité des parois du congélateur. Avec le temps, l'angle de l'enveloppe où figurait le numéro de dossier s'était effacé. Il y avait cependant encore le mot Rasmussen écrit sur le devant. Malheureusement, il faut croire que cette enveloppe orpheline n'a jamais suscité l'attention de personne pendant des années. Les preuves étant classées par numéro de dossier et non par nom, celle-ci a simplement été oubliée pendant des années. Celui qui avait rassemblé les preuves en 1986 avait possiblement évité l'effort supplémentaire de s'attarder à cette preuve orpheline et avait simplement laissé l'enveloppe dans le congélateur où elle y est malheureusement restée pendant 18 longues années. C'est à l'intérieur de celle-ci que se trouvait un tube à bouchon vissé et dans ce tube se trouvaient 2 écouvillons avec l'ADN du tueur. Ce sera à la fin de janvier 2005 que Jennifer Francis va recevoir les résultats d'analyse et en introduisant la signature ADN dans la base de données nationale des forces de l'ordre, elle ne trouve aucune correspondance. Toutefois, les résultats révèlent quelque chose de curieux. La morsure sur le bras de Sherry, elle avait bel et bien été commise par une femme. À ce moment-là, Jennifer Francis, elle va apporter cette découverte aux détectives du service des cold cases, soulignant que si Sherry, elle avait été tuée par une femme, que ça renversait inévitablement la théorie de l'enquêteur Mayer, comme quoi 2 hommes auraient cambriolé l'appartement de Sherry et qu'elle se serait fait tuer après 1 heure et demie de lutte infernale. Ça fait aucun sens, je le rappelle. Donc, elle va vraiment pousser pour que ça soit réexaminé au complet. Mais à travers tout ça, il y a certains détectives qui n'étaient pas d'accord en affirmant que c'était possible que l'un des 2 cambrioleurs ait pu être une femme, que c'était pas courant, mais que c'était pas impossible non plus. Puis là, vous devriez me voir en ce moment, je suis en train de rouler les yeux, là, ça fait aucun sens, là. C'est vraiment, depuis le début, ils font juste vraiment avoir une vision tunnel, puis ils ont vraiment de la difficulté à s'en défaire, puis bon, on se doute que c'est pour protéger une collègue, mais sont où leurs valeurs? Tu sais, ça fait aucun sens, puis c'est tellement un manque flagrant de professionnalisme. Puis je sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts de True Crime, là, je me doute que oui, si vous écoutez mon podcast, mais j'ai vraiment remarqué que le LAPD, là, ça arrive souvent là, que leurs enquêtes, ça va vraiment être bâclé, là, que c'est fait tout croche. Tu sais, c'est sûr que j'en parlais en début d'épisode, là, il y a tellement d'homicides dans ces années-là aux États-Unis que c'est sûr que la charge de travail est intense, mais quand même, dans des cas comme ça, il y avait plein de pistes qui pointaient vers Stéphanie. Puis à la fin des années 2000, le Cold Case Homicide Unit du LAPD fonctionnait à pleine capacité. Et lorsqu'il va partir à la retraite, David Lumpkin va laisser derrière lui plus d'une 40aine d'affaires qu'il a réussi à résoudre. Et son successeur, le détective Robert Bobb, va reprendre le flambeau. Et à ce moment-là, il faut savoir que l'unité comptait une dizaine d'enquêteurs pour environ 120 dossiers encore ouverts. Et comme toujours, l'espace manquait. Les dossiers trop volumineux étaient remis aux divisions d'origine ou envoyés aux archives. Et c'est donc en 2007 que le dossier de Sherry Rasmussen va être renvoyé à la division de Van Nuys, rangé dans une simple boîte de carton. Et en mars 2008, l'enquêteur du nom de Rob Bobb va être transféré à Van Nuys pour prendre la tête du département des homicides qui venait tout juste de perdre plusieurs enquêteurs à la retraite. Et une fois les effectifs stabilisés, il va rester à la tête d'une petite équipe avec 3 détectives seulement. Donc, il va avoir Pete Barba, Mark Martinez et Jim Newtall. Et au début de février 2009, une fois leur dernier homicide résolu, Newtall et Barba vont se mettre à fouiller dans les cold cases, cherchant celui qui pourrait mériter une nouvelle attention. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur le dossier de Sherry Rasmussen et ils vont donc décider d'y accorder de l'attention et heureusement,
parce que pour la première fois, il y a vraiment des gens qui vont s'intéresser à l'affaire comme elle se doit. Quand Newtall va ouvrir la boîte, il va découvrir 4 énormes classeurs. Donc, 4 livres d'enquête remplis de notes, de photos, de rapports, de transcriptions, un véritable journal de 23 ans d'investigation. Et en feuilletant ces rapports, il y a tout de suite un détail qui va attirer son attention. Le résultat ADN de 2005. Il va lire que l'échantillon provenant de la morsure sur le bras de Sherry provenait d'une femme. Et ça, comme on a discuté précédemment, c'est une donnée totalement incompatible avec la théorie initiale du double cambriolage qui impliquait 2 hommes. Et ce simple détail-là faisait s'effondrer toute la construction de l'enquêteur principal. Et ça forçait donc la nouvelle équipe en charge de l'affaire à repartir de zéro. Et donc, en reprenant toute l'enquête depuis le début, les détectives recentrent leur attention sur d'éventuelles suspectes féminines et ils vont dresser rapidement une liste de 5 noms. Mais un seul d'entre eux va attirer vraiment l'attention. Et évidemment, ce sera celui de Stéphanie Lazarus, soit l'ex-petite amie de John. Et à côté de son nom, une simple mention apparaissait, soit les lettres P et O. Sur le moment, Newtall n'y prête pas attention, et ce jusqu'à ce que John lui confirme plus tard que Stéphanie travaillait autrefois au LAPD. Et à ce moment-là, ça a pris un tout autre sens parce que PO signifiait Police Officer. Donc Stéphanie, c'était une policière et encore plus pertinent, c'était une collègue. Et c'est à ce moment-là qu'il va se demander si Stéphanie avait volontairement ou non bénéficié d'une forme de protection. Est-ce que c'est pour cette raison-là que la théorie du père de Sherry avait été ignorée et qu'aucun interrogatoire sérieux n'avait suivi celle-ci? Parce que d'imaginer qu'une policière ait pu être impliquée dans un meurtre et qu'elle soit passée au travers des mailles du système pendant plus de 20 ans, c'était vraiment difficile à concevoir. Mais pour Newtall et Barba, 2 enquêteurs déterminés à faire les choses correctement, cette révélation venait ébranler tout ce qu'ils pensaient savoir du dossier et ils tenaient quelque chose de très gros entre les mains. Ensemble, ils vont s'asseoir, ils vont parler et ils vont décider de vérifier d'abord si elle était toujours en fonction. Donc, ils vont taper son nom dans l'annuaire du LAPD et son nom y apparaissait toujours. Donc, non seulement elle était toujours en poste, mais elle était détective elle-même. À ce moment-là, Newtall va appeler immédiatement son supérieur, Rob Bob, que je vous ai parlé plus tôt, et il va lui annoncer qu'il venait de retrouver la fameuse femme policière dont parlait Nels Rasmussen depuis le 25 février 1986. On est en 2009. Donc ça veut dire que ça va avoir pris 23 ans pour que quelqu'un décide d'investiguer sur cette femme-là, même si c'est une collègue. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'à l'époque, ironiquement, la liste des 5 suspects, elle avait été classée de la plus probable à la moins probable. Et évidemment, Stéphanie Lazarus, considérée comme la moins suspecte de tous, portait le numéro 5 et donc n'avait jamais été investiguée pour ces raisons. Et ça fait aucun sens. Encore une fois, je me répète, il faudrait que je change de vocabulaire un peu, mais Colin, c'est tellement fâchant pour la famille qui mentionne ce nom-là depuis le début. La famille avait des raisons de croire que cette femme-là en voulait à Sherry. Sherry vivait du harcèlement. Sherry s'était confiée à sa famille. Puis juste parce que c'était une policière puis que ça paraissait mal pour le département de police, I guess, ça l'a été ignoré. Puis ça n'a même pas rapport à comment c'est fâchant. Bref, face à cette découverte, l'équipe de Van Nuys vont mettre rapidement 2 règles en place. D'abord, personne ne devait prononcer ni écrire le nom de Stéphanie Lazarus à voix haute. C'était une policière respectée, bien connue dans le département, et ils ignoraient complètement qui pouvait être proche d'elle. Donc, le moindre mot mal placé pouvait soit salir sa réputation inutilement, ou soit la prévenir qu'elle était devenue suspecte pour homicide dans l'affaire Sherry Rasmussen.
Ensuite, ils vont décider de suivre les preuves à la lettre sans s'éloigner du plan. Pour eux, c'était peut-être leur seule vraie chance de comprendre ce qui était arrivé à Sherry. Et si Stéphanie était bel et bien impliquée dans tout ça, ben il n'y aurait pas de deuxième occasion. Parce qu'une policière expérimentée, protégée et bien vue ne se laisserait pas piéger facilement. Pour Nuttall, une chose était évidente, la mort de Sherry Rasmussen n'avait rien d'un crime aléatoire. La personne avait un motif et un besoin de vengeance. Quelqu'un dans cette liste de 5 noms était responsable et cette fois, il avait bien l'intention de le découvrir. Ce sera donc le 5 juin 2009 au centre de détention du LAPD que Stéphanie Lazarus va être convoquée pour un interrogatoire officiel. C'est important pour eux que Stéphanie se sente en confiance, qu'elle oublie un instant son rôle de policière et la pression que peut avoir un interrogatoire. Ils vont lui expliquer qu'ils l'ont fait venir ici discrètement, sans que personne soit au courant, afin qu'elle se sente à l'aise. Mais en réalité, là, tout ça, là, c'est entièrement stratégique. Ils sont très subtils. Là. À plusieurs reprises, par exemple, ils vont faire exprès de mal prononcer le nom de famille de John uniquement pour observer la réaction de Stéphanie, voir si elle va les corriger spontanément, par exemple. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que chaque mot, chaque geste, chaque respiration va être soigneusement analysée. Parce qu'à travers tout ça, même si les enquêteurs sont convaincus qu'elle est impliquée dans le meurtre de Sherry, ben, ils doivent maintenant être capables de le prouver. Et pour ça, ben, leur technique doit être irréprochable, calme, patiente et extrêmement méthodique. Cet interrogatoire-là, c'est leur seule chance d'obtenir une réaction authentique et peut-être même un aveu involontaire ou un détail important. Et en ce qui concerne l'interrogatoire, il est disponible sur YouTube dans son intégralité et je l'ai écouté au complet pour ma part. Puis, je vous le recommande vraiment. Là. Je pense que de l'écouter, ça permet vraiment de mieux saisir le ton, l'attitude, les hésitations de Stéphanie face aux questions des enquêteurs. Fait que si vous voulez l'écouter, moi, je vais tout mettre ça dans la description de l'épisode. Ça va être également ajouté à mes sources parce que je m'y suis référée pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Mais en restant le plus neutre possible, je vais essayer de vous décrire comment cet interrogatoire-là s'est déroulé. Comme je l'ai mentionné tantôt, ben, l'interrogatoire va commencer de manière assez amicale, donc comme prévu par les enquêteurs, afin de mettre Stéphanie à l'aise. Et après environ 1 minute, ils vont aborder le sujet de sa connaissance avec John. Et à ça, ben, Stéphanie va répondre d'abord avec hésitation, en disant qu'il s'agit d'un vieil ami d'école, qu'ils ne se connaissent pas tant que ça, mais qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais sans plus. Et là, plus elle parle, ben, plus les enquêteurs creusent un peu sur la nature de leur relation. Et là, peu à peu, ben, elle finit par avouer qu'ils ont déjà été plus que des amis. Donc, ils seraient sortis ensemble pendant quelques années, mais toutefois, selon elle, la relation ne lui semble pas assez sérieuse pour qu'elle s'en souvienne clairement. Mais à travers tout ça, elle va quand même se rappeler de nombreux détails précis sur sa vie, sur l'endroit où il habitait, le nom des membres de sa famille. Et lorsqu'on lui demande si elle avait déjà rencontré Sherry, ben Stéphanie devient tout aussi hésitante. Elle s'en souvient pas, ses réponses restent vagues. Et par exemple, dans l'interrogatoire, ben elle va affirmer de pas se souvenir être déjà allée chez le couple, mais qu'elle n'en conserve aucun souvenir précis. Elle précise vouloir rester prudente sur ce qu'elle affirme parce qu'elle ne voudrait surtout pas affirmer quelque chose qui pourrait être contredit plus tard. Elle laisse entendre que si elle était déjà allée chez eux, bien que ça aurait été pour des raisons sociales, mais sans réelle certitude, et elle avoue même ne pas être sûre de connaître l'adresse exacte de où il vivait à l'époque. À plusieurs reprises lors de l'interrogatoire, ben Stéphanie va affirmer ne pas connaître Sherry et ne l'avoir jamais rencontrée. Mais là, après quelques questions, les enquêteurs vont essayer de creuser un peu par-ci, un peu par-là. Elle va finalement reconnaître et se souvenir qu'elle avait déjà croisé Sherry à l'hôpital. Et ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en début d'épisode,
j'avais mentionné que le père de Sherry avait déjà relaté un événement qui avait eu lieu à l'hôpital que Sherry décrivait comme de l'harcèlement qu'elle subissait de la part de l'ex-petite amie de John. Puis là, évidemment, on peut pas compter ça comme un aveu, là, parce qu'elle va pas avouer être allée faire de l'harcèlement à Sherry, là. Elle, la façon qu'elle raconte ça, c'est qu'ils se sont croisés puis que, tu sais, blablabla. Mais on peut compter ça un peu comme si ça corroborait ce que Nels avait mentionné aux enquêteurs le lendemain du meurtre de sa fille. Tout au long de l'entrevue, Stéphanie soutient qu'elle ne se souvient plus des détails que les enquêteurs lui demandent, prétextant que c'était arrivé il y a bien trop longtemps. Elle va également préciser qu'elle était en service le jour du meurtre, s'en souvenant parce qu'elle avait entendu parler de l'événement à ce moment-là. Elle affirme également avoir parlé à la famille ainsi qu'à John pour les soutenir, mais elle insiste sur le fait qu'il ne s'agissait qu'à l'époque de simples gestes de sympathie sans implication plus profonde. Au bout de 25 minutes d'interrogatoire, l'enquêteur lui demande quelle a été sa réaction en apprenant la mort de la femme de son ex-petite amie. Et à ça, Stéphanie va répondre qu'elle a appelé la famille, qu'évidemment, elle était complètement sous le choc, et elle mentionne qu'elle se souvient vaguement qu'il avait été question d'une balle de fusil, mais encore une fois, elle s'en souvient pas, c'est flou, ça fait longtemps, tout en fournissant malgré tout certains éléments au fil de ses réponses. Dans l'interrogatoire, là, on le voit, là, elle prend vraiment son temps pour répondre aux questions, un peu comme si elle tentait de se remémorer, tu sais. Puis après environ 35 minutes d'interrogatoire, c'est à ce moment-là qu'elle va réaliser qu'elle est interrogée en tant que suspect lorsque les policiers lui expliquent qu'ils évaluent son passé pour déterminer d'éventuels motifs pouvant l'avoir poussée à commettre le crime. L'enquêteur confie également qu'il se sent mal à l'aise parce qu'il souhaite bien faire son travail, mais qu'il doit enquêter sur une policière très respectée au sein du LAPD. Et malgré ce malaise, il va insister sur le fait qu'il se doit de mener son enquête de manière rigoureuse. Et à ça, je tiens à le remercier là, parce que je suis convaincue que si les premiers enquêteurs en charge de l'affaire s'étaient intéressés aux témoignages des parents de Sherry et avaient décidé de bien faire leur travail, l'enquête se serait résolue rapidement. Et Stéphanie n'aurait pas été une policière pendant toute sa vie, tu sais. Parce que c'est quoi que ça donne comme message? Dans le fond, t'es policier, tu peux tuer n'importe qui, c'est correct, on va te backer. Ces gens-là sont censés veiller à notre sécurité. C'est pas normal que ces valeurs-là soient mises de côté parce qu'un collègue ait commis quelque chose, là. Tout au long de l'interrogatoire, l'enquêteur va insister pour mener la conversation dans le respect et sur un ton amical, cherchant à mettre Stéphanie à l'aise dans le but qu'elle fournisse le plus d'informations possible. Et lorsqu'ils vont évoquer un possible motif de jalousie, Stéphanie va se mettre à rire et va affirmer que, selon elle, ce raisonnement-là est complètement ridicule, en affirmant qu'elle et John ont même pas été ensemble si longtemps que ça, puis qu'elle-même ignorait si la relation entre lui et Sherry était sérieuse. Elle insiste sur le fait qu'il n'y avait aucun conflit entre elle et Sherry, et ce, malgré les affirmations contraires de Nels, qui soutient que sa fille vivait du harcèlement de la part de cette fille-là. Les enquêteurs vont lui dire à ce moment-là que son rappel du passage à l'hôpital mentionné plus tôt dans l'entretien tente à confirmer une partie du récit de Nels, mais à ça, elle va continuer de nier toute altercation en expliquant qu'elle était vraiment indifférente à Sherry et que de toute façon, beaucoup trop de temps s'était écoulé pour qu'elle se souvienne de détails comme ça. Vers la fin de l'interrogatoire, elle exprime se sentir accusée et va demander si elle est considérée comme étant une suspecte dans le meurtre de Sherry. L'enquêteur va lui répondre qu'il cherche simplement à comprendre ce qui s'est passé cette journée-là, mais elle va insister à savoir si elle est formellement accusée, déclarant qu'elle craint d'être mise en cause pour quelque chose dont elle n'est pas responsable. Et lorsqu'on va lui demander finalement de fournir un échantillon d'ADN pour le comparer à celui de la morsure relevée en 1986, en premier temps, elle va refuser en disant comprendre le processus, là, mais jugeant que la demande est injustifiée et choquante, notamment parce qu'elle est une policière respectée et qu'il y avait, selon elle, peu de preuves contre elle.
Malgré la pression, elle explique qu'elle ne souhaite pas empêcher les enquêteurs d'effectuer leur travail, mais qu'elle trouve la situation complètement absurde. Ce sera au bout de 1h08 d'interrogatoire qu'elle va quitter la salle sous prétexte qu'elle ne parlera plus sans avoir la présence d'un avocat. Cependant, à sa grande surprise, elle sera arrêtée formellement dans le couloir pour être reconduite à l'intérieur, moment où ses droits vont lui être officiellement lus. Elle ne cesse de répéter à ce moment-là qu'elle est sous le choc et que tout cela n'a aucun sens. On apprendra plus tard au procès que l'arrestation de Stéphanie avait été minutieusement planifiée. Les détectives avaient d'abord obtenu discrètement un échantillon d'ADN de Stéphanie pour valider leurs soupçons avant de procéder au reste de la procédure. En effet, quelques jours avant l'interrogatoire, ils l'ont suivi jusqu'au Costco pour ensuite récupérer un verre en plastique dont la paille contenait son ADN. L'échantillon récolté a ensuite été analysé et celui-ci correspondait parfaitement à l'ADN de la morsure. Il l'avait ensuite convoqué sous prétexte de vouloir l'aider à interroger un suspect dans une de ses affaires, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un interrogatoire dans le cadre d'une enquête la concernant sur un meurtre commis il y avait plus de 20 ans. Ce sera finalement en 2012, alors âgée de 51 ans, que Stéphanie Lazarus sera formellement accusée du meurtre de Sherry Rasmussen et d'avoir mis en scène le crime pour le faire passer pour un cambriolage. Selon le procureur, le mobile était purement personnel. Stéphanie était toujours amoureuse de John à l'époque, qui lui ne partageait plus ses sentiments. Il y a même plusieurs de ses anciens collègues, amis, qui vont être amenés à témoigner et ils vont dire qu'en effet, elle avait eu de la difficulté à passer par-dessus la rupture, mais que jamais il ne l'aurait cru capable de commettre un acte aussi violent. Le jour du meurtre, les enquêteurs seront également finalement capables de prouver que Stéphanie était en congé. Les preuves seront présentées et les faits aussi. Et là, vous n'êtes pas prêts, là, moi ça m'a tellement fâchée quand j'ai lu ça, là. John va avouer des années plus tard, donc au procès seulement, avoir entretenu une liaison avec Stéphanie pendant qu'il était avec Sherry. Mais là, ce détail-là, qui n'a jamais été mentionné nulle part, c'est extrêmement grave, là. Évidemment, il voulait pas avoir l'air du trou de cul, mais ce détail-là, ça renforce l'idée d'un possible motif, là. Parce que je vous rappelle, les enquêteurs l'ont questionné à savoir, penses-tu que Stéphanie aurait pu faire ça? Puis John avait dit, non, c'est pas dans son genre, mais tu sais, si Stéphanie couchait encore avec John et qu'elle avait encore des sentiments pour lui, de l'attachement, peut-être qu'elle espérait le récupérer d'une certaine façon, puis que cette jalousie-là l'a poussé à tuer Sherry. Cet aveu-là, s'il en avait parlé aux enquêteurs dès le départ, ça aurait peut-être poussé les enquêteurs à creuser davantage sur les témoignages de Nels, mais à cause de ça, ça a été ignoré. Et à travers cet aveu-là qui a été fait durant le procès, il y a plusieurs personnes qui vont penser que John se doutait de la culpabilité de Stéphanie pendant toutes ces années, mais malheureusement, on ne le saura jamais. Cette histoire, terriblement triste et choquante, sera restée irrésolue pendant 23 longues années. 23 longues années durant lesquelles Stéphanie, jeune policière à l'époque, poursuivra sa carrière pour finalement obtenir le poste de détective. Elle va donc mener la vie dont elle a toujours rêvé, va se marier à un autre policier et va devenir mère d'une belle jeune fille avant de rejoindre l'unité des affaires internes et l'équipe spécialisée dans le vol d'or. C'est tellement injuste, là, encore une fois. Puis ce qui est encore plus révoltant, c'est que cette femme-là, elle a pu s'en sortir juste parce que ses collègues ont décidé de la baquer, tu sais. Puis heureusement que le dossier a été réévalué plus tard par une équipe qui avait à cœur de résoudre ce meurtre horrible. Lors du procès, les enquêteurs vont tenter de reconstituer le crime et selon leur analyse, Sherry aurait pu être surprise à l'étage sans effraction au rez-de-chaussée. Elle aurait ensuite cherché à atteindre le bouton d'alarme, mais Stéphanie l'aurait ensuite attaquée en frappant sa tête avec le vase, ce qui aurait désorienté considérablement Sherry. Stéphanie aurait ensuite tiré une première fois de manière impulsive afin de neutraliser Sherry
et elle aurait ensuite utilisé la couverture pour étouffer le bruit des 2 autres coups de feu pour l'achever. Selon le coroner, le premier tir lui aurait été déjà fatal, ce qui laisse penser que les 2 autres coups n'étaient simplement destinés qu'à s'assurer qu'elle soit bel et bien morte. Tel que mentionné en début d'épisode, le rapport du coroner était parfaitement détaillé et il fut essentiel à la résolution de l'affaire. Entre autres, il a permis de détailler et d'analyser la chronologie probable des événements parce que l'enquête initiale avait été complètement bâclée, je vous le rappelle. Au procès, l'analyse sanguine du lecteur CD et du magnétoscope vont révéler que le sang avait été appliqué avec un gant après la mort, confirmant donc que la théorie du vol avait bel et bien été une mise en scène orchestrée par Stéphanie. Au procès, la preuve ADN et les éléments physiques vont être présentés et John Rutten va devoir évidemment témoigner. La défense va tenter de montrer qu'il était complètement absurde de penser qu'une femme indépendante et accomplie comme policière aurait pu tuer par obsession, mais le jury ne tardera pas à rendre son verdict et Stéphanie Lazarus sera enfin et finalement reconnue coupable du meurtre de Sherry Rasmussen en mars 2012. Donc, elle sera finalement condamnée à 27 ans de prison et purgera sa peine à la California Institution for Women. Elle va être éligible à une libération conditionnelle en octobre 2023 après avoir passé seulement 11 ans derrière les barreaux. Et sa demande sera toutefois rejetée et elle pourra faire une autre demande en 2025 et celle-ci sera à nouveau refusée. Heureusement, on peut dire que justice sera finalement rendue à la belle Sherry qui a été tristement assassinée à l'âge de 29 ans. Vaut mieux tard que jamais, mais c'est frustrant de penser que la justice aurait pu être rendue bien plus tôt, mais que certains policiers à l'époque n'ont tout simplement pas insisté pour enquêter correctement sur une collègue. Il y a clairement eu un manque flagrant d'intégrité dans cette enquête, ce qui rend cette affaire vraiment choquante, encore aujourd'hui montrant à quel point il aura fallu de la persévérance pour que la vérité éclate au grand jour. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et par le fait même, j'espère sincèrement que vous avez aimé ma façon de vous raconter cette histoire-là. Pour ma part, j'ai toujours énormément de plaisir à faire mes recherches et à raconter des histoires morbides. Et sinon, je voulais prendre le temps de vous remercier par rapport à la belle réception, par rapport à l'épisode 1 que j'ai publié il y a 2 semaines. Premièrement, je ne m'attendais pas à ça, à cette aussi grosse dose d'amour. Ça me touche énormément de vous lire, de voir que vous avez embarqué avec moi dans le projet. Ça me touche énormément. Je ne m'attendais pas à ça. C'est sûr que majoritairement, c'est les gens de mon entourage, mais il y a énormément de gens qui m'ont écrit que je ne m'attendais pas à ça. Fait que je vous remercie énormément. Puis je vous remercie d'embarquer avec moi dans le projet. Ça me touche beaucoup. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Mockshot. Bye!